Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Zeritop. Ça commence à faire pas mal de temps. Bon, la raison à ça, c'est que, pour ceux qui ne le savent toujours pas, je ne vais pas vous sortir, mais bon, j'ai trouvé un job en plus de youtubeur qui m'accapare beaucoup de temps. Et donc, ces vidéos un peu spéciales que je fais presque tous les mois, et ben, j'ose de moins en moins faire des Zeritop parce que c'est ce qui me demande le plus de boulot pour à peu près autant de vues. Et ouais, j'apprécie un peu de faire ça parce que ça me donne l'impression de faire quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Mais d'un autre côté, étant donné que j'y mets pas autant de temps que d'autres vidéos où il y a beaucoup de montage, et ben ça passe pas aussi bien. Et voilà, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire des montages ultra poussés sur tous les extraits possibles d'un épisode pour illustrer mon propos à chaque fois. Ça demanderait trop de temps et c'est pas le but de ces vidéos qui sont un petit peu pour passer le temps à côté, c'est pas les vidéos principales de ma chaîne. Donc, ouais, c'est juste pour appuyer ça. Ça demande un peu plus de boulot par rapport aux vidéos moyennement travaillées que je fais d'habitude. Mais étant donné que c'est pas un boulot qui se ressent énormément, et ben ça n'a pas autant de succès. Néanmoins, j'apprécie de faire ça parce que voilà, j'aime bien parler de certaines séries que j'ai connues, que j'ai envie d'un petit peu de classer. Et c'est, je trouve, Samurai Jack, la série dont on va parler aujourd'hui, un cas qui est coulé de source pour moi après avoir eu cette série, que j'ai découverte donc très récemment. Voilà, c'est que maintenant que je rattrape le train. C'était un vrai plaisir à suivre globalement. Si je fais donc le résumé de Samurai Jack, c'est très classique. Ça assume son côté assez classique. C'est un samouraï qui est perdu dans le futur à cause d'un grand méchant qui contrôle le monde de par ses pulsions maléfiques, qui s'appelle Aku. Et en étant piégé dans le futur, il doit trouver un moyen de retourner chez lui tout en luttant contre les nombreuses vilainies qu'il a produites dans ce monde très hétérogène. Hein. Il y a beaucoup de trucs qui croisent. Et c'est un peu le truc de cette série, du moins dans les 4 premières saisons, c'est vraiment des épisodes très indépendants les uns les autres. Il y a un petit fil rouge qui se crée dans les premiers épisodes, ce qui fait que j'aime bien cette première partie, cette partie introductrice où déjà on nous explique d'où sort le samouraï et on fait un petit peu le topo sur comment il s'acclimate à cette situation, à ce monde du futur dans lequel il est tombé sans trop savoir comment, pourquoi. Enfin, il sait comment, il doit juste se rendre compte qu'il y est. Et ouais, c'est l'excuse à partir de là pour créer des tonnes d'aventures en tout genre sur ce samouraï solitaire qui traverse le monde et qui rencontre des tas de cocasseries, certaines qui sont plus sérieuses que d'autres. C'est très intéressant pour appuyer la mentalité de cette espèce de guerrier solitaire qui a ce but précis et qui n'arrive pas à l'atteindre. Parce que voilà, son but de revenir dans le passé, c'est appuyer à de nombreux moments, et on va appuyer à de nombreux moments aussi, qu'il ne va pas y avoir droit. Et ça va être un petit peu la tragédie qu'on mettra en place à plusieurs moments, c'est-à-dire cette quête qui semble être de plus en plus sans fin, ce qui découlera un petit peu dans la saison 5, dont je parlerai en détail plus tard. Vous comprendrez, je pense, pourquoi lorsqu'on y sera. Voilà un petit peu le topo sur cette série qui est très stylisée. Parce que, étant donné qu'on va suivre un guerrier solitaire qui va surtout se battre, hein, va surtout y avoir des excuses pour mettre en scène des combats, on va vraiment voir Tartakovsky essayer de mettre le plus en avant le style qui lui parle le plus, c'est-à-dire le style visuel, la narration par l'image et surtout l'action. Ça va beaucoup se ressentir ça, et c'est un style qui marche bien. Même dans les premiers épisodes où on sent que le budget n'était pas ultra poussé, c'est clair net, hein, vous voyez la différence de graphisme entre les premiers épisodes et les épisodes de la saison 5, et vous voyez qu'il y a une petite différence de budget. Même dans ces épisodes-là, on sent qu'il y a
une passion dans les détails du décor et dans la mise en scène visuelle, ce jeu sur les plans. Beaucoup de moments où on change le cadre, on se focalise sur certains points parce qu'on veut faire du stylisé. Ça cherche le stylisé, cette série, et la plupart du temps, ça le réussit très bien. La plupart du temps. Malheureusement, il y a des fois où c'est un petit peu discutable. Et c'est là qu'on va se lancer dans la petite liste qui, je l'espère, vous intéresse. Car on est loin d'avoir affaire à une série parfaite et à vouloir vraiment se diversifier régulièrement dans ses styles et un peu dans son ton, et ben Tartakovsky, et bon les créateurs globalement, parce que c'est pas que lui qui est derrière cette série, et ils ont pas toujours touché parfaitement juste. Il y a des fois où ça pas accroché, en tout cas clairement pas pour moi, et on va donc commencer par cette liste là, en commençant par quelques petites mentions déshonorables très rapides. Vous verrez donc la totalité des épisodes et qui sont dans cette liste correspondent à des épisodes qui essayent d'avoir un ton plus humoristique. Je dis pas que ça marche jamais, mais je le dis clairement, le point fort de cette série, ce n'est pas son humour. Son humour peut passer de temps en temps, mais lorsqu'on veut dédier un épisode tout entier à ce style-là, ce ton-là, et ben ça se pète la gueule, surtout quand à côté on a plus des trucs plus graves. Bon, je pense que vous connaissez un petit peu mon avis là-dessus, je me répète. Mais c'est pas tellement le fait qu'on passe de sérieux à léger, c'est comment on traite ce léger, et surtout comment on tombe dans le ridicule autour d'un concept, autour d'un personnage, d'enjeux qui sont posés comme étant beaucoup plus importants que ça. Donc ouais, les mentions déshonorables rapidement, ça va être déjà Jack Learns to Jump Good, et j'ai pas trouvé les titres en français sur la liste wiki française, sans doute, hein, donc Jack apprend à bien sauter, l'épisode 1 de la saison 2 où dans l'idée cette phase d'apprentissage essaye de faire une sorte de prolongement de ce qu'on avait vu dans l'apprentissage de départ de Jack, ce qui est cool, mais bon, c'est illustré par un peuple de primates qui sont pas très prenants d'un point de vue psychologique dans l'écriture, mais le problème vient surtout du fait que c'est illustré avec quelque chose de super bizarre. Vraiment, au début, il y a un portail que Haku ne détruit pas, et à la fin, on donne l'impression que Jack le prend par surprise parce qu'il sait bondir super haut, et ça va nulle part, parce que bon, il a rien résolu après coup, et on fait comme si c'était pas arrivé. Bon, on refera référence à ça dans la saison 5, mais ouais, et ouais, ce côté, j'ai appris à bondir super haut tout d'un coup comme ça, il y a plusieurs épisodes qui apparaîtront plus tard, où ça l'aurait bien aidé de pouvoir bondir super haut d'un coup, mais il ne le fait pas. Donc ouais, il y a quand même pas mal de lacunes autour de ce qui est censé représenter le payoff de cet épisode pour moi. Ensuite nous avons, oui bon, plus rapidement, Jack is Naked, qui est ouais, une sorte de version à leur sauce d'Alice au Pays des Merveilles. Tout d'un coup il est pris dans une histoire un peu invraisemblable où quelqu'un lui pique ses vêtements pour des raisons stupides et il se balade dans un coin où il y a des tonnes de trucs qui tombent dessus de façon bien forcée. Et ouais, ça aurait pu passer si c'était vraiment la route totale d'Alice au Pays des Merveilles, mais ça se passe en vrai. Donc, je sais pas, je trouve que c'est un peu gros sur les bords et c'est pas génial. Et ensuite, bon, dernière mention déshonorable, Jack and the Farting Dragon. Jack et le dragon qui pète. Je ne sais pas si c'est ça le titre en français, s'ils l'ont un petit peu arrangé, mais le titre est éloquent en lui-même. Hein, je ne vais pas en dire plus. Bien, on commence donc ce flop 5 avec numéro 5, Samouraï versus Samouraï. Jack rencontre Da Samouraï. Un mec qui est vraiment un stéréotype dans sa façon de s'exprimer. Malheureusement, il y a plusieurs personnages qui sont un peu comme ça, et quand ça part vers le truc un peu trop criard, ça se ressent un petit peu, et c'est clairement le cas là. C'est le gros frimeur qui est dans se la péter, qui est bruyant et lourd, quoi. Et ouais, le but c'est de lui apprendre un peu l'humilité à ce gars, mais c'est fait un peu trop à la va-vite, à la toute fin, et il n'y a pas vraiment de sensation de grand accomplissement, du moins pas pour moi. Et on a surtout suivi, pendant les 3 quarts de l'épisode, un blaireau être lourd, quoi.
Et c'est pas fameux cette partie-là. Numéro 4, Jack and the Creature, ou Jack et la créature. Donc Jack rencontre une espèce de grosse bestiole un peu gaguesque cartoon qui est pris d'affection pour lui et il le suit sans qu'il le veuille de base, mais il l'accepte un petit peu. Et il y a des trucs qui vont pas. Par rapport au fait déjà que c'est à cause de lui, de façon complètement ridicule, que Jack foire son accès à un portail vers le passé. C'est pas juste, il lui fait foirer un petit truc comme ça rapidement. Non, 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 il fait foirer son entrée dans un portail vers le passé. À cause de lui. Et c'est traité donc à la blague majoritairement, ce qui est ridicule. Mais bon, c'est histoire d'amener une sorte de pseudo-drame où Jack finit par lui dire casse-toi, je veux plus que tu sois avec moi. Bien entendu, il essaye de le quitter de façon un peu plus subtile parce que bon, il est du genre collant. Et il finit par se racheter en le sauvant contre un groupe de robots grises. Cette partie-là était assez fendard, je ne le cache pas. Et tout d'un coup, il peut se transformer en une espèce de bestiole énervée, enragée, qui fait super mal en le sauvant. Parce que Jack n'arrive pas à se défendre totalement contre ces gens-là. Jack, le grand guerrier qui arrive à lutter contre des robots par paquet de sang, mais vraiment, littéralement, par paquet de sang, à un moment donné, qui peut lutter contre des chasseurs de primes de haut niveau en les butant en 2 minutes, il peut pas contre la bande à robots grises. Ok, et donc on justifie pas comment ça se fait que cette créature se transforme en une espèce de version berserk. À la fin, Jack lui pardonne et ils poursuivent leur chemin ensemble et après coup, je sais pas, il était insistant, il voulait à fond être avec lui, mais on fait comme si entre 2 épisodes, c'est bon, ils se sont quittés, il n'y a pas de problème, il a refait sa vie. C'est bien la peine de mettre ça en place, de forcer ce personnage, pour même pas donner de raison particulière à pourquoi, au bout d'un moment, ça a vraiment fini par se scinder entre deux. Cet épisode apporte rien, en fait. Au-delà de son caractère un peu grossier, j'aurais pu respecter un peu cet épisode s'il avait instauré une petite continuité, si au moins on avait fait une suite à ça. Genre l'épisode suivant, Jack est encore en train de se balader avec son compagnon et on le voit partir pour une raison X ou on trouve un scénario où on le fait partir ce compagnon, mais non. Donc non, ça passe pas pour moi. Il y a beaucoup de trucs qui auraient mérité à être améliorés autour de ce concept pour que ça passe mieux. Numéro 3, Chicken Jack. Jack est transformé en poulet par un sorcier ultra susceptible qui passait par là. Et donc tout l'épisode, ça va être des péripéties où il est transformé en poulet contre sa volonté. On va faire une espèce de délire sur les combats de coq et c'est juste... c'est un truc que j'ai jamais aimé, ça. Même dans la Ligue des Justiciers, il y a un épisode entier qui est centré sur Wonder Woman transformée en cochon. Ouais, la blague est peut-être marrante 10 secondes, mais dédier tout un épisode sur ce genre de merde, moi je trouve que c'est de la grosse perte de temps. Hein. C'est un des plus mauvais épisodes de la série pour moi, ça. Et c'est pareil pour le Kid Samurai Jack, je veux dire, ouais, c'est peut-être marrant 30 secondes la blague, mais voilà, passer à autre chose, quoi. Mais non, tout l'épisode c'est ça. Pour une chute où il retombera par hasard, mais vraiment par hasard sur le sorcier, qui le retransformera de façon très pure chatte en humain. C'est vraiment n'importe quoi, c'est juste de dire on s'en fout, au conte de fées, nique ta mère. Et pour une chute où, au bout du compte, lui qui aimait bien manger du poulet avant, bah, plus trop non. Plus de poulet s'il vous plaît, avec ce que j'ai vécu. C'est une blague d'une minute 30 qu'on étire sur 22 minutes cet épisode. C'est lourd à suivre, vraiment lourd. Et ouais, une perte de temps globale puisque c'est un de ces nombreux épisodes qui mentalement n'apporte rien chez le héros ou dans le lore de l'histoire. Je veux dire, cette espèce de sorcier méga puissant qui peut transformer rapidement qui veut en poulet. Je veux dire, le mec il a un pouvoir de dingue quoi, mais c'est traité comme une grosse blague. Donc non, je suis désolé, non, ça passe pas. Numéro 2, Aku's Fairy Tales. La fin de la saison 1, qui essaye un tout petit peu
de célébrer cette fin, alors qu'il y a, je crois que la plupart des fins de saison, en dehors de la 5, ne célèbrent rien de précis, c'est un épisode comme ça. Mais ça le fait de façon, dira-t-on, insultante par rapport à Aku. Aku, c'est un méchant qui assume son côté cartoonesque. Il a des réactions excessives, c'est un peu son truc. Et ouais, c'est pas la meilleure partie du méchant en ce qui me concerne, mais ça va, ça, c'est pas grossier dans l'incorporation, on peut comprendre qu'ils se sentent à part du commun des mortels à ce niveau-là. Le truc, c'est que à un moment donné, il voit que après quelques aventures qu'a vécu Jack, et ben, les enfants commencent à le prendre comme modèle. Ils adorent jouer Jack le héros contre le méchant Aku, et ça lui plaît pas. Et qu'est-ce qu'il fait contre ça? Eh ben, il décide de forcer les enfants à être tous réunis à un certain endroit pour leur raconter des contes à sa façon, en se mettant en avant comme le héros. Et déjà, j'ai un gros problème avec ça. On parle d'Aku qui, dans l'épisode 2 ou 3, l'épisode où on introduit un petit peu son règne de terreur dans le futur, il y a un peuple sous-marin et qui implore Aku de les laisser vivre sur sa planète parce que c'est la seule où il y a de l'eau en fait. La seule où il y a une vie marine possible. Parce que Aku a fait en sorte que tous les autres mondes soient asséchés. C'est lui, il le dit lui-même. Donc déjà, il a fait en sorte que ces gens-là dépendent totalement de lui. Et lorsque quelqu'un vient un petit peu lui gueuler dessus, lui dire un petit peu que c'est une ordure, direct, il le zappe pour le forcer à suivre une séance de torture, je ne sais plus exactement quoi, histoire de dire, voilà, j'ai le pouvoir sur vous, vous pouvez rien faire, vous pouvez que vous ramper et espérer que je sois magnanime. Ce moment-là est super fort pour instaurer la vacherie du personnage et jusqu'où il est prêt à aller juste pour prouver sa supériorité, son niveau de cruauté. Et il y a d'autres épisodes, mais je pourrais également citer l'épisode où il contrôle un tas de jeunes en parasitant leur musique pour en faire un groupe de dévots cervelés. C'est ce niveau-là, Aku, qu'on soit bien d'accord. Le mec, il est prêt à aller super loin, quoi. Et il est d'un niveau de cruauté assez énorme. Et qu'est-ce qu'on en fait, là? On en fait un jaloux qui veut bien se faire voir des enfants en leur racontant des histoires où il se met en avant. Et où Jack est un connard. Et c'est même pas des histoires très poussées, etc. C'est histoire de faire des références à des contes très connus, Le Petit Chaperon Rouge, Boucle d'Or, c'est ces trucs comme ça, quoi. Où, bien entendu, il va jouer le beau rôle et où Jack sera un connard. Ça va être vraiment raconté comme un gamin de 8 ans qui raconte que lui, il est trop super et que ce gars-là, il est caca, il est nul. Hein. C'est ça, en fait. Et donc, ouais, les enfants, ils goberont pas ça, il sera énervé, au bout d'un moment, il se dira, ah, tant pis, merde, il se barre. Tout ça pour que, et c'est le seul truc que je peux un tout petit peu sauver dans cet épisode, les enfants s'imaginent le combat final entre Jack et Aku, avec des petits délires à leur niveau, ce qui est pas fameux, mais ce qui passe un petit peu. Mais le truc avec ça, c'est que je trouve que vous auriez pu faire plus poussé que ça, quitte à faire en sorte que Aku raconte une histoire, une fausse histoire, que ce soit un truc plus poussé que des tonnes de contes à la con qui réarrange stupidement. Et surtout, ouais, c'est pas ce qu'il devrait faire. Ou du moins, pas juste ça. Il devrait essayer de contrôler ses enfants. Et s'ils ne l'écoutent pas, s'ils sont imperméables à son contrôle, eh ben, il les ferait payer. Ça ne le dérangerait pas de torturer des enfants. Mais non. Ça doit être vraiment le truc léger, faites gaffe, c'est pas grave. C'est juste, je suis un petit peu vénère, hein, qu'il soit bien vu. Hein. C'est naze, je trouve ça naze, je suis désolé. Et le pire avec ça, c'est que ça faisait suite au pire épisode pour moi de cette série, c'est-à-dire Jack and the Gangsters. Jack et les gangsters. Je vous cache pas. Après une grosse partie de la saison 5 qui m'a bien convaincu, tomber sur les 2 derniers épisodes de cette saison
de cette qualité-là, et même le premier épisode de la saison 1, 2, dont j'ai parlé en mention des honorables, ça m'a un peu refroidi. Je vous cache pas, je me suis dit, ah, ben en fin de compte, je vais pas avoir une série bien pensée d'épisode en épisode, il va y avoir des creux, hein, et des creux importants, hein, puisque 3 épisodes de suite. Hein. Et donc, ouais... on enchaîne l'épisode que j'aime le moins avec le deuxième épisode que j'aime le moins, ce qui est assez dingue. Mais voilà, l'épisode que j'aime le moins, c'est celui-là. Parce que c'est débile. C'est complètement débile la façon dont vous traitez les enjeux dans cet épisode et la façon dont Jack passe d'intelligent à stupide. Mais vraiment, c'est assez dingue. Ça met en place Jack qui tombe sur des gangsters très mafieux typiques, quoi. Ils ont même vraiment le look, la cartoon, vous savez, des trucs des Looney Tunes où ils sont petits et ils ont les looks très typiques, quoi. Et ils essayent un petit peu de l'amadouer pour qu'il rejoigne leur gang. Lui, bien entendu, Jack, il dit non, je peux pas, c'est pas mon truc. Mais lorsqu'il apprend qu'ils peuvent être en contact avec Haku, il se dit, je peux profiter de l'occasion pour pouvoir l'approcher et l'attaquer. Parce que un de ses buts, c'est aussi de se débarrasser d'Haku. Alors, on se débarrasse d'Haku, ça lui facilitera grandement la vie, hein, pour retourner dans le passé, s'il veut. Mais voilà, pour ça, il faut quand même qu'il fasse ses preuves. Et donc, au début, ça commence pas trop mal. Mais vraiment, le début, pas trop mal. J'ai pas détesté le début, où il fait croire qu'il est du côté des gangsters en donnant cette illusion qu'il a commis un méfait pour eux, alors qu'en fait, il a un petit peu les a grugés là-dessus. C'est pas mal. Puis vient le moment où ça part en couille et où il perd pas mal en neurones pour moi, parce que les gangsters lui disent qu'il y a toujours eu un artefact que Haku a toujours voulu. C'est un espèce de truc qui peut contrôler l'eau en fait. Et c'est un peu bizarre parce que je croyais justement dans l'épisode 2-3 qu'il avait dit qu'il avait réussi à assécher tous les autres mondes en dehors de la Terre. Donc c'est étrange, apparemment il n'avait pas besoin du contrôle d'eau pour ça, mais c'est pas grave. Le truc c'est que voilà, ce cristal est gardé par les 4 éléments en fait, l'incarnation des 4 éléments qui ont lutté contre Haku, qui ont fait en sorte que Haku ne puisse pas mettre la main dessus. C'est-à-dire qu'ils étaient très forts pour le défendre, à tel point que Haku lui-même n'a pas réussi à le saisir, cet objet-là. Et plutôt que de voir là-dedans, je ne sais pas, un possible allié de taille contre Haku, Jack voit juste un MacGuffin, parce que c'est ça, hein, un MacGuffin sur lequel mettre la main dessus pour pouvoir approcher Haku. Et donc, oui, je suis le mouvement, je vais piquer ça pour vous, je vais lutter contre ces gardiens. J'y arrive, hein, donc l'action est plutôt cool, hein. Si je dois juger ça que pour l'action, ça va, hein, mais c'est pas... Le problème c'est qu'il y a une histoire derrière, hein, et l'histoire est importante. Et oui, alors, il se pose pas une seule seconde la question du fait que ça peut être grave qu'Haku mette la main dessus. Non, pas du tout. Et donc, lorsqu'il a fait ce devoir-là et qu'il se rend auprès d'Haku, eh ben, il le prend par surprise, il l'attaque, etc., etc. Et il ne fait pas gaffe au fait que les gangsters sont derrière lui. Les gangsters qui sont débiles, qui se mettent en mode solidarité avec lui. « Ah, t'attaques pas notre maître, il pourrait te tuer, donc on va te calmer et te virer de là. » En l'assommant par derrière. Au moment où il l'avait à sa merci et où il pouvait le terminer. Donc on fait ça pour te sauver. Et ils font ça sincèrement, hein. C'est pas oh, on te ment, etc. Mais sincèrement, donc déjà débile, complètement débile. Donc vous avez rien suivi, bande de crétins. Et avec tous les risques qu'il y avait en jeu, Jack a eu un pot de cocu que l'un des gangsters ait ramené le cristal de contrôle d'eau avec lui, hein. Parce qu'il ne l'aurait pas fait, Haku aurait un pouvoir de grande ampleur avec lui. Mais le pire avec ça, c'est même pas ça. Parce que déjà, je trouve que c'est grossier. Lorsqu'il finit par avouer aux gangsters qu'il n'est pas de leur côté, et plutôt que de dire hey, « j'aime pas ce que vous faites, je voudrais faire en sorte de vous arrêter », non, on se quitte bons amis, c'est même plus que ça. Et il accepte de les laisser s'occuper de remettre l'artefact où est sa place. Sauf qu'il regarde pas, quoi, il fait pas gaffe. Et donc, les gangsters, ils l'ont blousé rapidement à la fin, parce qu'il est con, il réfléchit pas. Il se rend pas compte que ces gens-là pourraient lui mentir. Et donc, ils ont gardé le cristal pour eux, pour produire de l'eau et vendre ça.
Alors, on se fait un petit peu d'argent grâce à ça. Happy ending pour eux. Ouais! Des gangsters que ça gênait pas de racketter des gens quitte à faire exploser leur maison, parce que c'est un truc qu'on voit au début, ça. On leur happy ending et on nouait une pseudo-relation avec Jack, même s'ils l'ont blousé à la fin. Et niquez vos mères, quoi. C'est quoi la morale de ce truc? C'est complètement con. C'est amené n'importe comment et ça fout en l'air déjà l'intelligence de Jack qui au début est intelligent et après devient complètement con puisqu'il réfléchit pas une seule seconde aux conséquences de quoi que ce soit, il fait gaffe à rien et en fait, la mise en scène est naze à plusieurs moments quoi, les éléments s'enchaînent ridiculement. Cet épisode est insultant et ouais je vous cache pas que c'était une sacrée douche froide parce que avant cet épisode, bon, même si l'épisode 11 était alors, un petit peu discutable, mais pas mauvais du tout, j'avais pas des masses de trucs qui m'irritaient dans Samurai Jack. Mais tout d'un coup, je tombe sur l'épisode particulier qui montre le niveau de nullité que l'écriture peut avoir quand on fait vraiment pas gaffe. Et voilà, on n'est jamais tombé plus bas que ça, mais on est quand même atteint des niveaux un peu discutables à plusieurs moments pour moi. Et c'est vraiment dommage. C'est ça qui plombe la série un tout petit peu dans ma découverte des 4 premières saisons. Et, heureusement, gardez bien en tête qu'il y a une majorité des épisodes qui sont très réussis. On va parler maintenant du top 10. Et là aussi, j'ai pas mal de mentions honorables à faire parce qu'il y a eu beaucoup d'épisodes qui valaient le coup. Donc, ouais, je vous fais un petit peu le topo dans ce que j'ai noté. Déjà, les épisodes 2-3. En gros, il y a une trilogie d'épisodes qui commence l'histoire. Les épisodes 2-3 sont efficaces pour montrer la découverte de Jack et le monde dans lequel il se trouve, tout en venant en aide à un peuple un peu très à la super nana dans le design, mais bon, suffisamment sympathique en soi, avec ses capacités et le fait que c'est un guerrier qui dépote. Vraiment, hein, le combat final de l'épisode 3 est génial. Ensuite, je peux vous citer Jack versus Demongo Soul Collector, Jack versus Demongo le collecteur d'âmes. Un combat, c'est surtout un gros combat en fait. Il y a pas mal d'épisodes qui sont juste centrés sur ça. Un combat très cool entre Jack et Demonko, le susnommé, qui a la capacité de faire revivre différentes âmes qu'il a aspirées. Et c'est plutôt cool dans le concept. Demongo lui-même a un design génial. Je trouve que la résolution est un petit peu facile et qu'il y a quelques petites répétitions dans le combat, mais globalement ça appuie très bien la force de la narration visuelle et de l'action de cette série. Ensuite nous avons Jack and the Zombies. Jack et les zombies, et qui est un peu plus que ça. Jack tombe dans un cimetière où il y a des zombies qui apparaissent, mais il y a en plus de ça Aku qui apparaîtra parce qu'ils se combattent à intervalles réguliers. J'en ai pas parlé, mais le combat contre Aku se fait autour de son épée qui a la capacité très spécifique, assez unique, de pouvoir blesser Aku. Et une épée magique forgée uniquement pour ça grâce aux dieux qui se sont occupés de lui. Et c'est un de ces épisodes où Jack est à deux doigts de perdre cette arme, et même de perdre tout court contre Aku, et c'est assez intense à ce niveau-là. La partie Jack contre les zombies est plutôt bien faite. En termes d'action, c'est bien fichu. C'est surtout la seconde partie où Aku intervient qui est vraiment bonne là-dedans. Ensuite, nous avons la princesse et les chasseurs de primes. The Princess and the Bounty Hunters. Un épisode en termes de style qui est plutôt cool puisqu'on a différents types de chasseurs de primes qui se croisent à un embranchement où ils savent que Jack va arriver parce que voilà, sa tête est mise à prix évidemment. Et on met en place l'histoire de cette princesse guerrière qui veut la récompense pour la capture de Jack parce que son peuple est asservi et qui donc essaie un peu d'embaucher tout le monde. C'est très cool dans le style et la résolution dans sa vitesse a ce côté assez impactant par rapport à toute la préparation qui est mise en place. J'aurais pas été contre qu'on voit plus ces personnages, mais ça fait partie de la façon de faire, entre guillemets, de la série Samurai Jack durant ces 4 premières saisons, de faire des épisodes où vraiment il y a des personnages qui n'apparaissent que pour une fois.
À part un exemple spécifique, il y a vraiment que Jack et Aku en personnage récurrent. Et donc l'exemple spécifique dont on parlait maintenant, c'est l'Écossais qui est dans 4 épisodes durant ces 4 saisons et qui a une bonne personnalité. Ah, c'est marrant. Au début, il faut entrer dedans, mais il forme un duo plutôt cool avec Jack. Et j'apprécie qu'on passe du temps sur lui. Après, j'estime que les épisodes dans lesquels on se centre un peu sur lui sont pas les mieux écrits, les plus impactants en termes d'ambiance ou d'action. Mais c'est cool d'avoir quand même un perso récurrent notable en dehors de Jack et Aku. Tales of X9, les contes de X9, donc un robot un peu spécial qui, je trouve, dans la chronologie fait un petit peu bizarre. Ça donne l'impression que Aku s'est créé ses robots en l'espace d'une vingtaine d'années en fait. La façon dont ces robots ont évolué, ça s'est fait sur 20 ans et durant tout le reste du temps, il n'y a pas eu. Hein, ce monde futuriste, eh ben, il s'est construit sur peu de temps, apparemment. Mais ouais, c'est un ancien robot de l'armée d'Aku qui voulait faire sa vie seul, mais qui a été forcé de reprendre du charbon parce que on menace la seule créature qui lui a apporté du bonheur dans sa vie, et donc il a été obligé de lutter contre Jack, et il y a ce petit drame qui se crée à la fin. Je pense que j'aurais mis cet épisode dans mon top 10, je pense que ça doit être mon numéro 11 là-dedans, si c'était pas un petit peu trop grossier la façon dont il appuie son amour pour son chien, ce gars. Dans le phrasé, j'avoue que c'est un tout petit peu dérangeant la façon dont il le dit. C'est le truc qui fait que ça me sort un tout petit peu de la chose, mais c'est quand même dans la tragédie et le style, une fois de plus, très réussi comme épisode. Et enfin, pour terminer, Young Jack in Africa. L'histoire de Jack lorsqu'il était enfant et sa formation en Afrique, qu'on avait rapidement aperçu durant l'épisode 1 donc la formation de Jack, parce qu'il y a vraiment tout un épisode dédié au combat contre Aku au début. On en parlera, donc vous savez qu'il est dans le top 10 celui-là. Et ouais, le fait qu'on se centre un petit peu plus sur cette période-là est vraiment cool. Dans un sens, je suis déçu qu'on n'ait pas fait ça plus, parce qu'il y a beaucoup de périodes dans la vie de Jack qu'il aurait été sympa de voir en flashback, en épisode flashback. Et pas forcément un seul pan en un épisode de 20 minutes. Vous auriez pu faire comme, je sais pas, l'épisode Jack Tales, l'épisode 2 de la saison 2, qui est pas trop mal, où on raconte 3 histoires en une. Vous auriez pu faire ça pareil sur le passé de Jack, quoi, revenir sur ces éléments de son passé, en un épisode 3 en 1, par exemple. Ça aurait pu être cool. Mais bon, le fait qu'on se centre au moins sur cette partie-là, et surtout vraiment un des moments où Jack était à son niveau de découverte de sa force, puisque vraiment il était encore jeune, et vraiment Jack enfant est trop mignon, et ça vaut quelque chose, ça vaut quelque chose. Enfin bon, il est temps de passer au top 10. Numéro 10, The Good, The Bad and The Beautiful. Le bon, la brute et la beauté. Bon, ça fait vraiment un peu référence à ça, dans une histoire assez puissante dans son style que ça veut reprendre, où Jack est suivi par 2 chasseurs de primes qui ont un passif un peu houleux entre eux, mais qui se rejoindront un petit peu pour le combattre dans une scène visuellement géniale, puisque c'est vraiment du combat dans un train. Donc ça joue sur le côté un peu exigu quand on est à l'intérieur, et bien entendu sur l'extérieur lorsque c'est sur les toits. Et il y a ce côté très progressif d'un des personnages. Il y a donc la brute épaisse, le mec qui est là vraiment pour attaquer directement Jack sans être très subtil. Et donc la beauté, qui au départ est très subtile dans son approche, un petit peu aguicheuse, essaye de la voir par les sentiments, et qui finira petit à petit par virer un peu plus guerrière, parce qu'au bout du compte, c'est quelqu'un qui sait bien se battre aussi. Et ça montre aussi qu'on peut créer des guerrières femmes qui n'ont ni foi ni loi. On ose bien ce genre de choses, j'aime beaucoup ça. Et ouais, il y a une dynamique
qui arrête pas de changer un peu entre ces trois-là, notamment entre le couple de brigands qui se battent un petit peu pour l'avoir, mais qui au bout d'un moment finissent par être ensemble, mais il y a toujours un peu d'animosité. Dira-t-on, je vais pas aller dans tout le détail, mais il y a beaucoup de petits développements assez cool là-dedans, et qui rendent hommage à ce côté un peu western spaghetti action, bien rendu en ce qui me concerne. Numéro 9, Jack remembers the past. Jack se souvient de son passé. En revenant d'une énième quête pour sauver un village, Jack marche et finit par tomber sur les ruines de son ancien chez lui, l'endroit où il vivait avant, et ça lui ravive des souvenirs. Et c'est ça l'épisode. C'est un épisode très calme, où c'est juste notre héros qui se rappelle la paix qu'il a connue lorsqu'il était jeune, de comment il s'est un petit peu forgé malgré tout là-dedans, puisqu'il y a des petits moments qui sont un peu intelligents dans le fait qu'il apprend à se débrouiller un tout petit peu avant d'avoir cette prophétie, cette destinée qui lui est tombée sur la gueule sans qu'il le veuille. Et ouais, c'est très joli dans l'image. C'est émotionnellement fort de montrer notre héros qui est en quête constante, prendre le temps de se poser et de se rappeler qui il était avant de repartir vers le combat avec un visuel, une petite symbolique très touchante sur ses parents et qui, dans sa tête, un petit peu comment il se les voit, sont fiers de lui. C'est très joli ça. Un épisode simple où notre héros se pose et qui est rendu ultra efficacement. Numéro 8, l'infection d'Aku. Un épisode très fort sur le concept où Jack se bat une énième fois contre des sbires de Aku. Il commence à être un petit peu malade de ça, à tel point de cracher un petit peu une particule de lui-même qui tombe sans qu'il le veuille, donc c'est de façon un peu fortuite, dans la bouche de notre héros, qui va petit à petit être transformé à cause de cette infection, de ce morceau d'Aku qu'il a en lui. Et dans le côté progressif, c'est plutôt bien rendu. Et le fait que ce soit à cause de ça, à cause de ce parasitage qu'il va gâcher une de ses nouvelles chances, c'est beaucoup plus fort que juste une créature à la con et qui fait le gag et qui lui gâche la chose, c'est sûr. Et ouais, il y a ce petit voyage en lui-même vers la fin, grâce donc à des moines assez sages qu'il rencontrera, bon, de façon une fois de plus un peu fortuite, hein, ça aurait pu plus mal tomber que ça, qui l'amènera à avoir cette petite introspection lui-même, cette espèce de lutte à l'intérieur de lui-même pour lutter contre cette infection et faire en sorte qu'il reprenne le contrôle. C'est une fois de plus très classique mais très fort dans la mise en scène. Et oui, rien que le fait de le voir sombrer petit à petit dans cette démence, cette double personnalité avec une qui prend de plus en plus le pas, la personnalité maléfique, c'est intense, c'est bien rendu et c'est assez fort. La raison pour laquelle je ne situe pas cet épisode plus haut, parce que je pense que ça avait matière à être plus haut que ça, c'est que je trouve qu'il y a des trucs qui sont un petit peu grossiers, surtout dans la gestion de l'arme. Parce que on a mis en place, notamment dans l'épisode dont j'ai parlé, Jack contre les zombies, que l'arme de Jack a une certaine propriété. Je vais pas en dire plus. Tiens, pour ceux qui voudraient découvrir ça, je pense que vous verrez la contradiction vous-même si vous faites gaffe un petit peu à ça. Et cette propriété-là, je sais pas ce qui se passe. Vous avez complètement oublié qu'elle existait, en fait. Cette espèce de sabre magique, et ben en fait, il a plus la propriété que vous dites qu'il avait. Ce qui est un peu dommage. Et c'est ce truc qui me gêne parce que ça crée une incohérence assez notable. Assez notable, ce qui le baisse un petit peu. Je pense que je l'aurais situé plus haut que ça s'il n'y avait pas eu ce petit problème. Numéro 7, The Beginning, le début. L'introduction de l'histoire. C'est un peu classique et peut-être un peu rapide dans les faits, mais étant donné que ça met bien en place qui on a, ça justifie totalement d'où sort notre héros et ses capacités. Je trouve que c'était vraiment nécessaire à faire. Ça aide beaucoup à nous faire comprendre la chose. En gros, ce qu'on a, c'est le parcours de base du héros, c'est-à-dire le gars qui se forme alors que le mal revient et qui
doit apprendre de différentes cultures en tout genre. On commence par les Arabes, puis après par les populations africaines plus au sud. Puis après, il passe par différents coins, les Vikings, les voleurs de grands chemins, la Robin des Bois. J'ai pas tout en tête, il est passé par beaucoup de peuples, ce gars. Il passe par tout ça pour apprendre vraiment du monde, pour être le héros du monde, qui se bat avec les connaissances de presque toutes les cultures. Et c'est fort, c'est vraiment fort dans l'idée. Ce montage que vous créez, pour moi, est très bon. Et il y a aussi ce côté, c'est un enfant qui est privé de ses parents. Il commence très tôt, genre 8-9 ans, je ne sais pas exactement l'âge qu'il a quand ça commence, mais vraiment très jeune. Et donc cette formation, il a très, très tôt. Il dit au revoir à sa mère qu'il ne revoit pas pendant quelque chose comme 15 ans facilement. Donc bien entendu, lorsqu'on revoit les retrouvailles et ce moment très touchant où il finit par avoir accès à cette lame et un peu au juste titre de héros qui doit sauver le monde, c'est assez intense. Et ouais, lorsqu'il sauve son père, il doit aller se battre contre un coup, on sent... Ça fait presque petit film en fait, c'est presque petit film. Et s'il n'y avait pas le côté un peu facile, je dois reconnaître, de Haku qui sort de son cul le pouvoir de le renvoyer, de l'envoyer dans le futur. Parce que ouais, il fait ça rapidement, hein, c'est même pas des préparations de ça. Tout d'un coup, j'ai le sort pour envoyer quelqu'un dans le futur si j'ai envie. Ça c'est le truc un petit peu gros, je reconnais. Mais bon, c'est sur ça que repose toute votre série, je peux l'accepter. S'il n'y avait pas ça, ça aurait été une histoire très forte à elle toute seule, quoi. Le parcours du héros, la force de sa formation et ce qu'il est prêt à faire. Avec une petite promesse qui est assez forte aussi du père qui ne veut pas que ce soit juste par la violence que se résolve la chose. Il doit y avoir un peu plus que ça. Je trouve ça très fort d'oser faire quelque chose d'aussi classique et direct dans le propos, mais à la fois très fort dans les thématiques et la mise en scène visuelle. Une fois de plus, le premier épisode, c'est clairement pas un budget dans l'animation faramineux, mais on compense ça avec du stylisé qui sort de chaque pore, de chaque décor, de chaque plan que vous voulez faire. En particulier, quoi, on sent qu'il y avait de la passion derrière ça et qu'on voulait mettre en place quelque chose qui avait du poids. Voilà notre héros. Son parcours signifie beaucoup et ce qu'il va risquer par la suite, ça signifie beaucoup aussi. Comme on le sentira un petit peu dans les épisodes 2 et 3 qui sont une fois de plus très bons, là aussi un très bon suivi pour finir de mettre en place donc sa découverte du futur. Cet épisode 1 quand même je trouve l'emporte parce que c'est une excellente introduction d'un héros classique grandement accompli et grandement mis en scène. Numéro 6, The Birth of Evil, la naissance du mal, les origines d'Haku. Enfin, on a cette espèce de tas de ténèbres et un morceau de ce tas de ténèbres a fini par échouer sur Terre. Et donc, on va suivre un héros, le père de Jack. Parce que bon, fut un temps, c'était lui, le héros, qui avait emprisonné le mal. Et pas détruit, juste emprisonné. Je ne sais pas comment ça se fait que Jack parvienne à le détruire totalement à la fin, lui, par contre, c'est un peu bizarre, mais bon. On met juste en place ça, quoi. Le père qui découvre cette espèce d'infection sur sa planète qui s'est échappée contre les dieux et qui, dans sa bravoure pour lutter contre la destruction, contre ce parasitage, ce maléfice, sera reconnu par les dieux qui lui donneront la possibilité de se battre et il bottera des culs dans une séquence d'action qui déchirera pour terminer sur cette victoire qui n'est que temporaire, mais surtout la naissance de notre héros. Il s'est battu pour quelque chose, pour que le futur existe et que son enfant naisse pour devenir le futur héros. Il y a une symbolique là aussi très forte là-dessus. Très bonne mise en scène visuelle, une fois de plus, la mise en scène visuelle, l'esthétisme, le style, et la majeure partie du temps très réussi, et c'est très bien fait ici. Et ça fait plaisir de voir autant de temps alloué aux origines. Voilà, on voit d'où vient Haku, on a enfin les détails sur la première lutte contre lui, et on prend le temps en 2 épisodes de montrer ça. Numéro 5, Jack and the Haunted House, Jack et la maison hantée. Un épisode là aussi très fort dans le style. C'est une aventure comme ça, qui n'a pas de suite ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire que c'est pas grave s'il n'y a pas de retombées, mais
si l'histoire contenue est très bien rendue et ne pose pas de problème dans la continuité, c'est pas du tout un problème. Je peux même être super bon, comme c'est le cas ici. Puisque Jack, dans ses pérégrinations, tombera sur une présence, une maison qui, dans son ambiance, fout un peu les jetons. Et là, j'avoue, dans la mise en scène, vous osez aller loin. Hein. Il va tomber sur une fille apeurée, des apparitions et une mise en scène sur la lumière qui est énorme. Je sais que je ne le dis pas très souvent en règle générale, mais ouais, la force principale de cette série, c'est son travail sur l'ambiance et son jeu sur le visuel. Et donc, dès lors qu'il y a une histoire, même si elle est un peu classique et simple, si elle est illustrée aussi bien par le rendu visuel et par la mise en scène, le style, et ben ça la sublime au point de devenir vraiment impactante. C'est exactement ça. C'est Jack qui tombe sur une maison hantée avec des âmes en perdition, une espèce de créature vraiment très apeurante. Elle fout les jetons, cette créature, qui les contrôle. Et dans beaucoup de moments qui vous foutent les jetons. Hein. Vraiment, ce côté horreur est très très bien rendu. Et à la fin, lorsqu'on joue un petit peu sur cette chose qui aspire les âmes, et Jack qui est un petit peu pris là-dedans et qui doit lutter contre ça, le style est superbe. C'est un des moments de dessin de la série les plus bien foutus. Et grâce à l'ambiance que ça crée, on ressent la peine pour la petite fille qui a perdu ses proches, dont l'âme a été aspirée dans cette maison hantée. Et à la fin, lorsque les choses s'arrangent, on a cette rassurance qui marche beaucoup. Un épisode dont l'ambiance est presque inégalée pour moi, même s'il y a quelques épisodes qui sont dessus, mais je pense qu'en termes d'ambiance, c'est peut-être la plus réussie. Numéro 4, Jack and the Flying Prince and Princess. Jack est le prince et la princesse volante. Des créatures d'une autre planète, alors parce qu'il y a ça, hein, on joue sur le côté vaisseaux spatiaux, autres planètes, tout ça, sont pris sous l'attaque d'un ancien mâle qui réapparaît et le prince et la princesse sont envoyés chercher de l'aide, alors que les autres doivent un petit peu lutter pour se défendre. Et ce prince et cette princesse, ils designent super choupi au passage, sont en train de se rendre vers leur planète, seulement voilà, ils sont pourchassés, ils luttent un petit peu, et dans leur pérégrination, ils tomberont sur la Terre. Ils seront obligés de se poser sur la Terre, où malheureusement, il y aura les sbires d'Aku qui les captureront. Et ils auront beau demander gentiment s'il ne peut pas les laisser faire, s'il vous plaît laissez-nous régler nos problèmes, réparer notre vaisseau et partir. Eh non, à coup non. Ah, je vais être cruel, je vais faire en sorte que vous soyez emprisonné à vie pour que vous ayez ce regret jusqu'au bout. Ça, c'est le Haku que j'aime bien. C'est le gros connard cruel qui me plaît bien. Pas le gamin de 7 ans qui force les autres gamins à écouter des histoires à la con. C'est pas celui-là. Je préfère largement cette version-là. Et Jack, et qui au début avait un peu prévu le coup pour attaquer à coup par surprise, décide plutôt d'aller à leur secours parce qu'il se voit totalement en eux. C'est totalement un parallèle de lui. Et donc il est prêt, une fois de plus, à mettre de côté ses priorités pour sauver quelqu'un. Et c'est un thème récurrent. C'est un thème vraiment récurrent où Jack sacrifie ce qu'il a, ce qu'il peut gagner, que ce soit un voyage dans le passé ou juste une occasion de combattre à coup pour aider ceux qui en ont besoin. Et c'est particulièrement touchant ici parce que c'est lui-même qui l'aide à un certain degré. Il veut faire en sorte que ces deux-là aient plus de chance que lui. Et on le ressent très bien. Avec beaucoup de créativité, parce que ce sont des créatures un peu spéciales qui ont une spécificité. Elles volent, mais on joue sur la pesanteur, c'est cool, hein. Il y a des concepts scientifiques un petit peu sympathiques là-dedans, dans cet SF. Et ouais, ces deux personnalités qui se rencontrent, ça crée un lien particulier qui se ressent très bien. Même si j'aurais pas été contre qu'on soit moins direct dans ce parallèle, puisque Jack le dit directement, je pense que ça aurait été plus fort de le comprendre par nous-mêmes. C'est très fort pour appuyer un des nombreux liens que Jack se crée en fait. Un lien avec quelqu'un qui comprend ce qu'il ressent. Un ami qui s'est fait, et même si ils vont plus trop se revoir, puisqu'il y aura tout un monde, toute une galaxie qui les séparera, il aura laissé sa marque. Et quelqu'un aura un peu laissé sa marque en lui, parce que ceux qu'il a aidés représentent quelque chose. C'est quelque chose de très fort aussi dans l'épisode Aku's Infection, où on appuie un petit peu les gens qu'il a aidés et qui représentent
ce qui est tracé derrière lui. Il y a vraiment quelque chose dans l'héritage qu'il a laissé avec ça. Et ouais, c'est très fort à ce niveau-là. Je trouve que c'est une des meilleures rencontres qu'il ait faites. Et cet épisode vaut largement le coup. Je suis sûr que pour beaucoup, ce serait pas aussi bien placé, mais je trouve que le parallèle était vraiment touchant. Numéro 3, Samouraï versus Ninja. Oui, il y a beaucoup de titres qui sont Samouraï versus quelque chose, Jack versus quelque chose. Il y a beaucoup de trucs comme ça, de titres comme ça. Donc, ouais, c'est le début de la saison 4 où Jack va être approché par un ninja que Aku aura formé pour lutter contre lui. Et donc, ouais, alors je sais pas s'il faut y voir quelque chose. Les samouraïs sont bien, les ninjas sont mauvais. Ça prend deux styles un petit peu différents. Le truc qui est un petit peu fort là-dedans, c'est que ce ninja, eh ben, il a une approche très furtive. Et à plusieurs moments, il peut l'avoir par surprise, Jack. Seulement, il attend son moment. Il essaye de l'observer pour voir comment il peut être le plus vulnérable. Donc on a au début Jack qui fait son Jack, hein, il sauve des gens. C'est exactement ça. Et tout d'un coup, bon, de façon un peu fortuite, il y a une grande créature qui attaque un village, il vient pour les sauver, et le ninja profite de cette occasion pour voir un petit peu ce qui pourrait servir de faiblesse et l'attaquer par surprise, et donc c'est un otage. Et après coup, on va avoir, je pense, le meilleur combat de ces 4 premières saisons, facilement, entre samouraï et ninja. Le ninja qui a donc cette capacité de se fondre dans le noir, et Jack qui fait un petit peu l'opposé, il a cette capacité, grâce à ses vêtements blancs, de se fondre dans la lumière. Alors bon, d'un point de vue purement logique, la lumière n'est pas totalement blanche alors que l'obscurité est souvent plus noire, mais c'est stylisé. On accepte très bien ça, c'est pas du tout un problème. Et donc, il y a ce jeu que je trouve sublime, sublime sur la lumière, où l'un est caché dans la lumière et l'autre est caché dans l'ombre, et ils se battent comme ça. Ça fait partie de ces moments d'animation euh, qui vous soufflent, mais à fond, quoi. Et c'est pas peut-être pas tout à fait aussi stylisé, aussi fort visuellement que l'épisode de la maison hantée, mais en termes d'action, en termes de, de combat, c'est le plus impactant qu'on ait fait pour moi. Avec le petit suspense, parce que la lumière du soleil, elle finit par partir, la nuit commence à tomber, donc il y a cette espèce d'échéance que Jack ne doit pas atteindre s'il veut avoir un petit peu d'ascendant sur lui. Mais il finira par y arriver, bien entendu, hein, parce que c'est le héros, il ne va pas crever. Mais ouais, c'est super impactant, et un des duels les plus puissants, peut-être même le duel d'un épisode le plus puissant jamais mis en place. Numéro 2, Jack and the Warrior Woman. Jack est la femme guerrière. Épisode de la saison 1 qui conclut un petit peu le petit arc qui a suivi l'introduction. Dès l'épisode 4, Jack tombera sur un groupe de créatures et qui sont plus intelligentes qu'il n'y paraît et qui lui donneront une piste. Je ne veux pas donner plus de détails là-dessus, hein. Il y a quand même plus de trucs à dire là-dessus, mais voilà. Et cette piste pour l'amener à son premier portail temporel. Le premier portail temporel qui pourrait l'aider à partir. Et dans cet épisode 6, c'est pas sa première tentative, il y a une tentative de l'épisode 5 que je trouve assez jolie dans sa résolution, mais l'épisode 6, c'est vraiment, je suis sur la voie de ce portail. Et je me sers un petit peu des informations que j'ai eues avant. Et ce qui rend peut-être un petit peu la suite légèrement frustrante, parce qu'après coup, il ne va plus y avoir trop de continuité qui sera mise en place. Il ne va plus y avoir de petits éléments qui servira plus tard ou quoi que ce soit. Il va y avoir des trucs quand même qui seront repris, quoi. Il n'y a pas rien du tout, mais il va y avoir des petits manques. Alors que je m'attendais à ce que ce soit un peu plus comme ça par la suite. Comme les épisodes 4 et 6 où on met un petit peu en place ce qui viendra après. C'est histoire de dire rapidement. Bref, il y a donc cette piste qui se met en place alors qu'il enquête dans un village et qu'il va se faire attaquer par des robots et sauvé par une femme mystérieuse qui s'appelle Ikra et qui est ultra classe. Elle sait manier l'épée comme lui, elle sait très bien se débrouiller, elle est très douée dans ses mouvements et il
ils se reconnaissent un petit peu dans leurs capacités. Il finit par raconter sa vie, comme quoi elle en veut un petit peu à coup pour ce qu'il a fait, et elle raconte une histoire qui est bizarrement un peu similaire à celle qu'il a eu Jack. Et ce duo qui se met en place prend le temps où l'un sauve l'autre, l'autre sauve l'un. Il y a cette espèce de reconnaissance, de lien que crée Jack avec cette femme pour qu'au bout du compte, ben, ça se finisse mal. Bon, je vais vous spoiler la fin pour ceux qui veulent vraiment découvrir un petit peu la petite surprise, parce que ça se termine mal. Vous vous en doutez un petit peu, il ne va pas revenir dans le passé au bout de 6 épisodes, mais ouais, il va se passer certains trucs. Et ce qui va se passer, c'est que cette femme, depuis tout ce temps, c'était en fait Aku déguisée, qui l'a piégée, et qui a été vraiment très crédible. Mais il y a quand même des petits indices. Bon, déjà, dès le début, on comprend qu'il y a quelque chose d'un petit peu louche autour de cette femme. Hein, on met bien ça en place dès les premières minutes, il y a quelque chose de louche. Mais on ne s'attend pas non plus à ce que ce soit directement Aku. On pourrait se dire que c'est une mercenaire, quelqu'un qui travaille pour lui, mais pas directement lui. Et dans un sens, ça m'a un peu frustré, parce que je trouvais que le duo qu'il formait était vraiment très bon, quoi. Ça commençait à mettre en place une sorte de connexion avec Jack. Et c'est dommage de la perdre. Mais en même temps, je me rends compte que cette frustration de gâcher par le futur un personnage comme ça, qui pouvait promettre plus si c'était davantage que Aku, c'est en fait l'effet voulu. Jack a cette frustration déjà de perdre sa piste, ce portail qui mène vers le passé, bah, c'est plus la peine, parce que Aku le détruit, mais surtout de ne pas avoir cette aide, de ne pas avoir cette personne comme lui en fait. On s'est totalement joué de lui. Il pensait avoir une alliée, quelqu'un comme lui, et ben en fait non, il n'a pas ça. Il va être seul. Et il va pas être vraiment seul dans l'absolu, mais parce qu'il aura quelques alliés de temps en temps, mais vraiment, il aura plus autant de confiance, il n'y aura plus cette dynamique de duo réel avec un personnage qui suivra, à part cet épisode un peu moisi avec donc la créature à la con qui l'accompagne pendant l'épisode, mais globalement il n'y aura plus autant ça. Et c'est assez fort quoi, de montrer ce niveau de désespoir chez le personnage. Il y a aussi un petit peu ça par la suite, je crois que c'est l'épisode d'après ou même 2 épisodes après où c'est très bon à ce niveau-là, où on montre qu'il en a marre. Et Web, ce côté désespérant que lui fait subir Aku, avec cette déception forte en plus de l'échec, eh ben, ça frustre de ne pas avoir ce personnage par la suite, mais en même temps, ça nous rend les retombées de cette mauvaise fin d'épisode, parce que ça se termine mal cet épisode totalement, que plus forte. Vraiment, on ressent la peine totale et le premier grand désespoir du personnage, et c'est un thème récurrent où il va être obligé d'abandonner certains points et où il n'aura pas toujours le positivisme, cette approche calme qui devrait le représenter, et c'est normal qu'il perde pied à certains moments après avec toutes les merdes qui lui tombent dessus. C'est peut-être la plus grosse merde qui lui tombe dessus durant ces 4 premières saisons, ça. Cet allié qu'il croyait avoir n'était qu'une tromperie affreuse de son ennemi juré. Et c'est pour ça que ça vaut ce placement pour moi. Néanmoins, rien ne bat en place numéro 1 toute la saison 5. 50 années se sont écoulées. Pourtant, je n'ai pas vieilli. Ouais, carrément, j'ai jamais cité la saison 5 depuis le début de cette vidéo, et vous vous dites, ah, quand est-ce qu'il en parle? Bah maintenant. La saison 5 est une putain de tuerie qui est au-dessus de tout le reste. Bon, alors, je vais peut-être mettre un peu de bémol là-dessus, mais je vais en parler un petit peu en détail. La saison 5, pour moi, est l'apothéose de cette histoire. Après plusieurs années où la série a été en hiatus, parce que la saison 4, c'était un peu la fin pendant un petit moment, les fans ont un petit peu insisté, et grâce à eux, il y a eu un peu de budget pour faire 10 épisodes afin de conclure l'histoire. Et ils ont mis les bouchées doubles pour rehausser les enjeux, rehausser le drame, la tension, l'ambiance.
et ça a donné quelque chose de vraiment super bon. Et ce serait difficile pour moi de vraiment classer les épisodes un à un, même si techniquement, bon, ils arrivent à se distinguer un peu les uns des autres, mais cette saison 5 est vraiment pensée plus comme un grand film de 200 minutes, hein, les épisodes de 20 minutes. Et ça le rend majoritairement excellemment. Excellemment. Les premiers épisodes sont énormes. Je vous jure, ça vous impacte à un niveau. Rien que la nouvelle introduction. La nouvelle introduction, c'est Jack, qui dit qu'il s'est passé 50 ans. Il ne vieillit pas. C'est sans doute lié à la magie de son épée ou quelque chose comme ça. Il a perdu son épée. Il a perdu tout espoir. Aku continue de dominer le monde. Il fait encore son truc dans son coin, mais il n'a plus la même niaque qu'avant. Il n'a plus le même positivisme qu'avant. Il est vidé par sa lutte incessante. Et dès la première apparition, on comprend qu'il y a quelque chose de très différent. Il se balade en moto, il est beaucoup plus familier avec les technologies actuelles, il utilise des flingues, différentes armes, et il n'utilise plus son épée. Il s'en fiche maintenant. Et il fait encore son boulot de sauver des gens, parce que voilà, c'est ça un peu qu'il est à tenir, ces espèces de missions, mais ça devient une sorte d'automatisme. Et il a de plus en plus des flashs, des hallucinations de ses parents, des gens qu'il n'a pas pu sauver, de lui-même, de ce qu'il a perdu, parce que il n'y a plus aucun portail. Tous les portails, il y a le passé, il y en a genre une trentaine de portails, c'est quand même beaucoup, et ils ont tous été détruits. Il n'y a plus d'espoir. Il est bloqué là, il ne peut plus rien faire. Et donc, sa seule voie, ce serait de battre à coups, mais étant donné qu'il n'a plus son épée, donc ouais, il se balade encore, il fait ce qu'il peut, mais où est l'espoir? Il n'y a plus aucun espoir pour lui, c'est ça sa mentalité. Et le fait qu'on joue avec ses hallucinations là-dessus, le fait qu'il y ait vraiment tout un cheminement complexe pour qu'il arrive à passer outre ça, en tombant vraiment au plus bas, en acceptant le sort, parce que vraiment on le fait considérer de façon claire et nette le suicide. Complètement. Ça ose aller jusque-là. Je trouve ça dingue qu'on ose aller aussi loin. Et je dis ça, mais c'est que le début, il y a autre chose. Il y a un ajout que j'ai trouvé super fort dans l'illustration, des filles d'Aku. Les filles d'Aku, ce sont des guerrières qui ont été entraînées dès la naissance. Oui, déjà, la naissance, on la montre. Hein. Bon, pas directement, mais on la montre. Et on voit que ça crie, on voit que c'est sous le signe du mal, d'Aku, quoi, des ténèbres. Et on a 7 filles qui naissent et qui sont vouées à devenir des guerrières du mal. Et ces filles-là, on suit leur entraînement, on les voit être de plus en plus façonnées pour être des guerrières au service d'Aku qui doivent tuer Jack. Et on va surtout en suivre une, et son évolution en parallèle de celle de Jack. Elle s'appelle Hachi et j'aime beaucoup le personnage. Je l'aime un tout petit peu moins sur la fin, je vais en parler dans pas très longtemps, mais j'adore la mentalité du personnage et ce qu'on ose faire. Dans les 4 premières saisons de la série, il y avait beaucoup de combats, une certaine violence. Parce que voilà, il découpe beaucoup de trucs, mais ce qu'il découpe, en règle générale, c'est des créatures avec du sang, des viscères un peu... voilà, des grosses créatures bien grasses qu'on voit nulle part, ou alors des tonnes de robots, et donc il y a de l'huile, des circuits, des trucs comme ça. Là, bah, il y a du sang. Il y a des gens qui sont tués, et il y a du sang. Vraiment, et on joue sur les conséquences de la chose, parce que voilà, qu'est-ce que ça représente de tuer quelqu'un, vraiment, pas juste des machines, etc. C'est assez énorme, l'action reste toujours aussi bonne, et malgré ce côté grave, ça n'oublie pas tout ce que ça a instauré, enfin une bonne partie de ce que ça a instauré. Ça, c'est reprendre la continuité de beaucoup d'épisodes, il y a beaucoup de références, pour certaines qui sont moins bonnes que d'autres, mais globalement c'est quand même très sympathique de voir qu'on n'a pas oublié la plupart des trucs qu'on a mis en place. Et notamment dans le dernier épisode, l'apogée de fin, il y a beaucoup de références, de personnages qui reviennent. C'est super cool de les revoir, quoi. C'est énorme sur tellement de points. Et ouais, émotionnellement, ça ose aller loin. Comme je l'ai dit, dans l'émotion, la psychologie des personnages. Jack et aussi Hachi, j'adore ça. J'adore vraiment ce qu'on fait autour de ces deux-là. Et ça m'a tiré une larme de chaque épisode jusqu'à l'épisode 7. M'a tiré une larme à un moment donné,
tellement c'était puissant à cet égard. Vient donc le seul petit problème que j'ai, le seul bémol qui fait que je n'ai pas adoré à 100% cette saison 5. Je l'ai adoré en grande majorité. Mais voilà, les 3 derniers épisodes, dira-t-on qu'il y a des développements qui vont vite et la relation qu'on veut faire entre Jack et Hachi, je trouve que c'était peut-être de trop. Voilà, j'adore Hachi dans les épisodes 1 à 7. Vraiment, je trouve que ce personnage est superbement bien incorporé. À partir de l'épisode 8, je trouve qu'on la force peut-être un petit peu trop à avoir de l'importance pour tout. Ce qui fait que, ouais, je vais pas les gueuler Marissou, je déteste ça. C'est juste que vous auriez pu l'exploiter de façon peut-être un tout petit peu moins centrée. Juste ce que je veux dire. C'est ce qui fait que les épisodes 8, 9 et même un petit peu le 10 sont pas aussi puissants que les 7 premiers. Néanmoins, je peux comprendre aussi que ça vient du fait que les 7 premiers épisodes, c'est Jack qui doit apprendre à surmonter son désespoir. Et donc, une fois qu'on sort de ça et qu'on retrouve notre héros typique d'avant, et ben, il y a une force en moins. Et le fait que vous vouliez lui donner quelque chose de plus positif avec Hachi, je peux comprendre. C'est-à-dire que c'est un peu frustrant la façon dont vous terminez totalement la série. J'essaye de rester un petit peu nébuleux là-dessus pour ceux qui voudraient découvrir, pour pas en dire trop sur la toute fin. Mais ouais, d'après ce que j'ai compris, ça énervait beaucoup de fans. Ça, et Tartakovsky a fini par dire je vais changer la fin. On va faire un jeu vidéo qui est tiré sur cette dernière partie et il y aura une true ending et ce sera la fin canon. C'est celle-là, c'est pas celle de la série. Et apparemment les fans ont adoré, donc tant mieux. J'avoue que ouais, c'est la fin concret aurait pu être un tout petit peu moins... Déjà, je la trouve un tout petit peu logique dans sa gestion des faits. Je ne vais pas en dire trop non plus, une fois de plus. Mais ouais, c'est juste, après tout ce qui s'est passé, rajouter ce petit coup en plus, c'était peut-être de trop. Vous voyez. Donc, ouais, les épisodes du 8 à 10 sont pas aussi bons que les épisodes 1 à 7, mais restent quand même de bonne facture. C'est clair que je les mettrai clairement pas dans le flop 5 si je les comptais un par un. Et ouais, si je comptais cette saison 5, vraiment seulement épisode par épisode, les 7 premiers épisodes de mon top 10 seraient les 7 premiers épisodes de cette saison 5. Hein. Je le dis sincèrement. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai préféré compter ça comme un gros tout. Voilà, cette saison 5, c'est un gros épisode, c'est un gros film de 3 heures qui est super. Aurait pu être ultra exceptionnel si la fin avait été un tout petit peu mieux gérée en ce qui me concerne, mais globalement, super. Vraiment super. Et donc, ouais, ça surpasse tout le reste. Tartakovsky s'est vraiment donné à fond pour donner une conclusion qui a du sens, qui a du poids et qui a de l'ambiance, de la psychologie vraiment touchante. C'est assez énorme. Et ça s'est resté fidèle à ce qu'était la série durant ces 4 premières saisons. On retrouve un petit peu certains tons, on retrouve les mêmes recherches stylisées, c'est toujours aussi bon à ce niveau-là aussi. Hein. C'est excellent. Et globalement, c'est une série qui vaut largement le coup d'œil. Les 4 premières saisons, j'irais clairement pas dire que c'est niveau une de mes séries préférées au monde, mais cette saison 5 rehausse vraiment le niveau pour que je pense ce soit dans mon top 15. C'est une série vraiment créative et ça m'a vraiment donné envie de me pencher davantage sur les autres séries de Tartakovsky parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a de la passion dans ce qu'il met en scène et dans ce qu'il veut raconter. Et ouais, je ferai très certainement, en étant inspiré un peu par ça, des réactions à chaud sur la série Primal qu'il a faite après, qui a l'air de bien promettre. On verra un peu ce qu'il en est. En tout cas, j'espère que cette vidéo assez longue, quand je vois le temps que ça a pris, vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos d'ici un certain temps. Bye!